Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы очень рады приветствовать в Кремле, принимать в D'accueillir au России Kremlin президента Французской le Республики président de la господина République Эммануэля Макрона. française, M. Emmanuel Считаю Macron. весьма символичным, Je что наша crois c'est встреча symbolique que происходит notre именно rencontre se 7 déroule февраля, notamment le 7 février. закончится уже, судя по всему, по Bon, il va московскому finir времени plutôt 8 le 8 день, février, l'heure когда Moscou. все-таки 30 Le jour лет назад qui был tombe подписан sur основополагающий договор между le Россией и Францией. 30e anniversaire Этот важнейший документ de на l'accord signé entre la десятилетия Russie et la вперед France. заложил C'est un прочный document фундамент fondateur, для un партнерского и qui a lancé взаимоуважительного la base сотрудничества двух pour стран. la coopération de И сегодняшние наши partenariat et du переговоры respect с mutuel господином entre nos deux Макроном pays. Et по традиции pour прошли parler в avec деловом ключе, M. были Macron aujourd'hui, содержательными traditionnellement, и se sont полезными. déroulés dans Мы une хорошо ambiance d'affaires, ont été riches en contenu et très понимаем, что fructueux. господин Nous президент приехал в comprenons très Россию, bien que чтобы в Monsieur le первую очередь Président обсудить est venu насущные en вопросы, Russie en premier lieu связанные с pour обеспечением aborder les европейской sujets и глобальной épineux безопасности, relatifs à la sécurité européenne et за globale. поддержание которой наши страны, как Et постоянные pour ce члены Совета faire, Безопасности nos ООН, pays, en tant que несут membres особую permanents du ответственность. Conseil de Кроме того, sécurité de Франция в l'ONU, настоящее sont время председательствует в particulièrement Совете responsables. Европейского De Союза. plus, la В France ходе переговоров мы maintenant продолжили préside au обмен Conseil de мнениями по l'Union поводу européenne. Lors de nos адресованных pourparlers, nous nous sommes Соединенным Штатам échangés и de НАТО vues российских sur les предложений о propositions предоставлении à долгосрочных l'égard de юридических гарантий l'OTAN et безопасности. des Данные États-Unis предложения, напомню, sur les содержат garanties три de ключевые sécurité juridiquement contraignantes. касающиеся Ces недопущения propositions дальнейшего comportent расширения trois НАТО, points clés. Cela отказа от concerne la размещения альянсом non-expansion de ударных l'OTAN, систем вооружений le non-déploiement des systèmes de combat sur les frontières russes et le retour des potentiels et de l'infrastructure militaire du bloc à son état de l'année 1997 où l'acte fondateur Russie et l'OTAN avait été signé. Ces préoccupations centrales, de notre côté, malheureusement, ont été méconnues dans la réponse reçue de l'OTAN et des États-Unis le 26 janvier. Et nos partenaires occidentaux, en maintes fois, ont évoqué la phrase que chaque État a le droit de décider librement comment assurer sa sécurité et adhérer à toute alliance ou union militaire. Nous ne l'avons jamais contesté, mais ce sont les alliances mêmes qui n'ont pas l'obligation d'accepter tout pays. C'est la politique des portes ouvertes. Nous avons abordé ce sujet aujourd'hui avec le président. La politique des portes ouvertes, à notre avis, est une interprétation très large et probablement c'est une interprétation qui reflète le principe de la sécurité indivisible et égale qui comporte l'engagement de ne pas renforcer sa sécurité au détriment de la sécurité d'autres pays. La référence est très douteuse à la politique des portes ouvertes de l'OTAN. Et je vais vous noter ce que j'ai évoqué récemment lors de notre entretien avec le Premier ministre hongrois Orbán. L'article 10 du traité de 1949 prévoit que les États membres, à l'accord d'autres pays membres de l'OTAN, peuvent inviter d'autres pays qui peuvent apporter leur contribution à la sécurité européenne. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que, comme je l'ai déjà dit, l'Alliance a l'obligation d'accepter qui que ce soit. Je voudrais noter également qu'on cherche à calmer la Russie, que l'OTAN est une organisation purement défensive et pacifique. Les citoyens de tels pays comme l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et l'opération à Belgrade, les citoyens de ces pays ont pu voir avec leurs propres yeux est-ce que cela reflète la réalité. Bien sûr, ces opérations sont loin de l'idée d'une organisation pacifique. De plus, nous ne pouvons pas fermer les yeux à la situation présente. La doctrine militaire de l'OTAN de 2019
directement indique la Russie comme rivale et comme une menace à sa sécurité. En repositionnant son infrastructure militaire à côté de la frontière russe, l'OTAN et les États membres se croient capables de nous faire leçon où et comment nous devons déployer nos forces et nous exiger de ne pas organiser des manœuvres prévues. Et l'avancement de nos forces sur notre territoire apparaît comme une menace de l'invasion russe. On dit que nos voisins, les pays baltes, se sentent menacés, mais nous ne comprenons pas leur raisonnement. En moins, cela est utilisé comme un argument pour construire une politique russophobe. Les pays membres continuent de livrer les armements modernes en masse en Ukraine et ils canalisent de grands fonds pour la modernisation de l'armée ukrainienne et envoient leurs spécialistes militaires ainsi que les instructeurs. Nous l'avons passé en revue avec le président. Comme vous voyez, notre entretien a duré presque 6 heures. De mon côté, bien sûr, j'ai noté à Monsieur le Président le manque de volonté de la part des autorités ukrainiennes de mettre en œuvre les accords de Minsk et les accords dans le format Normandie, y compris ceux venant de Paris et de Berlin. Il me paraît évident qu'aujourd'hui, les autorités de Kiev se sont attelés à démanteler les accords de Minsk. Il n'y a pas de progrès sur ce qui concerne la réforme constitutionnelle, l'amnistie, les élections locales, les aspects légitimes du statut de Donbass. La formule Steinmeier, connue au moins pour les experts, n'est pas encore codifiée dans la législation ukrainienne. Quand nous avons accepté les changements et des compromis. Mais même ces positions présentées par le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne à l'époque ne sont pas respectées. Kiev fait fi toujours à toute possibilité d'établir la paix et l'intégrité territoriale en menant un dialogue avec Donetsk et Lugansk. J'ai également noté, Monsieur le Président, aux violations systématiques des droits de l'homme en Ukraine, la fermeture des médias, les persécutions des opposés politiques. À l'époque où Poroshenko était le président ukrainien, je lui ai dit que s'il y a des problèmes dans le futur, la Russie est capable de lui donner le refuge politique. Son réaction était plutôt de l'ironie, mais maintenant je voudrais confirmer notre proposition malgré nos différends à ce sujet au règlement au Donbass. Je crois qu'il y avait pas mal d'erreurs commises par cet ancien président, mais sa persécution en tant qu'un traître, c'est un peu de trop de la part de nos autorités et nous sommes prêts à réfugier tel que le président Yushchenko. Mais je suis aussi préoccupé que la loi codifie la persécution de la population russophone qui est privée du droit d'être reconnue comme un peuple autochtone sur sa terre natale. Et ils sont aussi privés du droit d'utiliser leur langue maternelle, ce qui est bizarre parce que cela n'est pas reflété dans la position des pays européens. Nous espérons que notre entretien sur les garanties sécuritaires et les garanties de stabilité en Europe et le règlement interukrainien seront prises en compte par le président français, comme il l'a dit, lors de l'entretien avec les autorités ukrainiennes prévues pour demain. Nous avons abordé d'autres sujets de l'agenda international, par exemple la situation autour du Haut-Karabakh. Nous avons noté le rôle positif des soldats de la paix russes qui assurent le respect du cessez-le-feu et aident à restaurer la vie normale. Nous avons confirmé le rôle primordial du groupe de Minsk de l'OSCE, y compris dans le règlement des aspects humanitaires, sociaux et économiques. Le président français m'a informé sur les résultats de sa conférence vidéo récente avec le président du Conseil européen, avec le Premier ministre Pachinian et le président Aliyev. Nous avons considéré la situation autour du JCPOA
qui avait été adopté par les résolutions du Conseil de sécurité onusien 2231. Nous partageons l'avis qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts diplomatiques et contribuer à des solutions alignées de compromis pour maintenir ce document primordial. Et donc, nos positions ici sont similaires. Bien sûr, nous sommes penchés sur les sujets de notre coopération bilatérale dans le domaine économique en premier lieu. Malgré la situation compliquée causée par la pandémie du Covid, la volatilité des marchés globaux, nos échanges ont connu une croissance de 111% pour les 11 premiers mois de 2021. Les investissements français sont accrus au niveau de 20 milliards. Nous nous sommes convenus de développer notre coopération dans les domaines économiques, culturels et humanitaires. Et bien sûr, en conclusion, je voudrais remercier Monsieur le Président pour les efforts que la France entreprend, dirigés par lui, pour régler un conflit, je ne vais pas vous le cacher, un conflit très aigu relatif à nos relations avec le temps en général et relatif à la sécurité et la création sur le continent européen de l'ambiance de la stabilité, de confiance mutuelle et le règlement de la crise à l'est de l'Ukraine. Je sais que malgré les problèmes qui sont multiples dans chaque pays et dans les affaires de chaque dirigeant, Monsieur le Président a considéré opportun de venir en Russie pour échanger les vues sur nos gestes postérieurs. Certaines de ces idées, et je crois préalable d'en parler en détail, à mon avis, sont faisables et peuvent servir de la base pour nos activités éventuelles. On va suivre les résultats de son entretien avec M. Zelensky et nous sommes convenus d'échanger nos vues après cet entretien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vladimir, merci pour votre accueil dans un moment difficile à la fois par les contraintes sanitaires et les tensions qui sont à l'œuvre sur le continent européen et en ce jour, en effet, qui marque le 30e anniversaire de nos relations, la reprise de nos relations diplomatiques et de cet accord bilatéral que vous avez évoqué. Et je ne reviendrai pas sur ce que vous avez évoqué sur les relations bilatérales entre nos deux pays, parce que nous sommes aujourd'hui conscients de la gravité, l'un et l'autre, de la situation et de la nécessité impérative, dans l'intérêt de tous, de trouver le chemin de la préservation de la paix et de la stabilité en Europe. Et je crois profondément qu'il est encore temps. Le dialogue à la fois historique et stratégique que nous avons construit ensemble au cours des dernières années peut y aider. Et c'est dans ce contexte que nous avons décidé, en effet, de nous rencontrer aujourd'hui à Moscou. Nous avons eu un échange nourri, substantiel, concentré sur les tensions actuelles et les voies de désescalade comme les garanties de nature à préserver la sécurité et la stabilité sur notre continent. Monsieur le Président, vous venez de rappeler ici quelle était la vision de la Russie. Qu'il s'agisse de l'Alliance Atlantique, des intérêts de sécurité qui sont les vôtres ou de la question ukrainienne. Je crois que chacun aura vu que vous avez une vision forte qui parfois n'est pas la même que celle des Européens ou des Occidentaux. Le point n'est besoin ici de souligner, et qui marque très clairement des différences de vue qu'il faut assumer et que nous avons d'ailleurs regardé l'un et l'autre. Moi, je crois dans l'Europe et l'unité de l'Europe. Je pense que c'est un élément fondateur et fondamental. Et en effet, la politique de porte ouverte de l'OTAN a été actée en ce qu'elle est aussi essentielle, existentielle pour des pays comme la Suède ou la Finlande. Il serait surprenant d'ailleurs de leur dire soudainement que l'OTAN change de ligne. Par contre, nous devons considérer ce que vous avez exprimé avec vos mots, qui sont les incompréhensions successives, les traumatismes à coup sûr, qui se sont construits durant les 3 dernières décennies, et la nécessité de bâtir les termes nouveaux
qui permettront seuls la sécurité et la stabilité dans la région. Mais je ne pense pas que bâtir ces termes nouveaux passe par la révision partielle des 30 dernières années d'accords, ni de nos principes fondamentaux, ni en limitant le droit de certains Européens qui ne sont pas partie prenante des désaccords actuels. Et je pense que c'est un élément très important. Une fois cela étant posé, nous avons essayé de bâtir des éléments de convergence pour agir utilement dans les prochaines semaines. Le premier élément, c'est la nécessité de travailler très rapidement pour éviter toute escalade. L'accumulation des tensions en cours emporte un risque de dégradation brutale de l'équilibre et de la stabilité du continent. Et elle ne serait dans l'intérêt de personne, car ni la Russie ni les Européens n'ont intérêt au désordre et à l'instabilité dans une période où les peuples du continent, éprouvés sur le plan sanitaire, mais aussi économique ou sociaux, aspirent avant tout à la tranquillité et à l'apaisement. Il relève donc de notre responsabilité partagée de nous entendre sur des mesures concrètes pour stabiliser la situation et envisager une désescalade. Nous les avons évoquées ensemble. Elles devront être confirmées dans les prochains jours et prochaines semaines. Elles dépendent des consultations qui sont en cours, des échanges avec les États-Unis, l'OTAN, des concertations avec les Européens, des échanges que j'aurai aussi demain avec le président Zelensky. Je veux ici dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres d'initiative, et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les prochains jours seront déterminants et nécessitent évidemment des discussions nourries que nous allons poursuivre ensemble. Mais ça implique, et je crois que c'était très clair dans le propos que vient de tenir le président Poutine et l'échange que nous avons eu, une désescalade sûre et durable nécessite d'avancer sur les questions de fond. C'est le deuxième grand type de sujet sur lequel nous avons longuement discuté, qui est la volonté de travailler ensemble sur les garanties de sécurité qui nous permettront de construire un nouvel ordre de sécurité et de stabilité en Europe. Cet ordre dispose tout d'abord d'un socle que nous avons bâti et acté ensemble en tant qu'État souverain, conformément aussi au principe de continuité de la vie des États. Je parle là de la Russie et de la France, mais de tous les autres États qui sont partie prenante à ces traités. Ce socle, ce sont les principes fondateurs de la sécurité européenne, auxquels nous avons collectivement souscrit dans la Charte de Paris, puis réaffirmés dans les déclarations subséquentes de l'OSCE. Ces droits qui découlent de la souveraineté ont été, forcé de le constater, violés ou battus en brèche sur notre continent. Je pense par exemple au respect de l'intégrité territoriale des États, au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'inviolabilité des frontières, à la non-intervention dans les affaires intérieures ou à l'exécution de bonne foi des obligations du droit international, comme au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quelle que soit la lecture historique que nous faisons des crises, des déséquilibres qui ont bousculé ces dernières années, la sécurité de notre continent, dont nous avons là aussi longuement parlé, pour être maintenue, a besoin que nous ne reproduisions pas ici les erreurs du passé. Et donc, nous avons passé plusieurs heures à échanger aujourd'hui, mais c'est aussi le fil d'un échange et de discussions reprises, et commencé il y a plusieurs années. Je mesure les malentendus qui se sont installés, les traumatismes qui font partie aussi de l'histoire des peuples. Je ne mésestime pas non plus les morsures du passé et les traumatismes qui existent chez plusieurs membres de l'Union européenne qui ont vécu un XXe siècle différent de celui de la France. Et je crois que nous ne pouvons pas construire ni notre présent ni notre avenir en faisant fi de cela. Ça n'a pas disparu durant ces 30 dernières années. Mais nous ne pouvons pas courir le risque collectivement de voir revenir en Europe le spectre de la confrontation, des sphères d'influence, de l'instabilité et du désordre. Cela créerait d'autres fractures, d'autres rancœurs, d'autres menaces. Il est toujours simple de commencer un conflit, beaucoup moins de savoir le terminer et de bâtir une paix durable. C'est pourquoi je ne crois pas que nous soyons condamnés à choisir entre de nouvelles règles ou l'absence de règles. C'est ce qui relève chez moi de l'optimisme de la volonté. Parce que je sais l'attachement de la Russie à la souveraineté et aux droits qu'elle emporte, j'ai la conviction que nous pourrons construire la sécurité et la stabilité en Europe en réaffirmant et en respectant l'acquis de l'OSCE que nous avons construit ensemble.
mais aussi en bâtissant des solutions nouvelles, peut-être plus innovantes, sur justement notre capacité à apporter des garanties concrètes de sécurité. Nous l'avons évoqué de manière très directe, en respectant les intérêts, les éléments de sécurité et de stabilité pour tous nos frères européens, et en respectant les demandes et les garanties qui sont posées par notre voisin et ami russe. J'ai dit au président Poutine ma préoccupation à cet égard sur le projet de nouvelle constitution de la Biélorussie, qui propose de supprimer deux notions fondamentales de son statut depuis 1994, et l'appel du 27 décembre dernier du président Loukachenko sur les armes nucléaires. J'ai à cet égard, je dois le dire, été rassuré par le président Poutine. Tout cela est un point de préoccupation car il vient accroître les déstabilisations. Et donc bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions, sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Vous avez vous-même commencé des discussions avec l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Il nous appartient dans les prochains jours et les prochaines semaines de poursuivre ces discussions concrètes pour bâtir précisément ces nouvelles garanties de paix et de sécurité. À cet égard, les demandes de garantie formulées de longue date par la Russie sur la limitation des déploiements militaires, la transparence des activités militaires conventionnelles en Europe, la transparence sur la défense antimissiles et le régime de contrôle et de limitation post-FNI sur les missiles de courte portée et intermédiaire sont autant de demandes de la Russie qui correspondent exactement aux demandes formulées par les États européens. Je ne doute pas que nous serons en capacité d'apporter une réponse collective, nous tous Européens, mais aussi alliés et Américains. Nous avons très récemment démontré notre capacité à travailler ensemble, en particulier au sein du P5, qui réunit les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, je pense, comme d'ailleurs nous l'avions évoqué l'un et l'autre, que ce format serait aussi de nature à nous permettre d'avancer sur ces sujets et de pouvoir, en particulier sur les questions de maintien de la paix et de sécurité, là aussi bâtir des solutions communes. Le troisième sujet sur lequel nous avons acté des éléments de convergence et d'exigence, même si j'ai noté que dans son propos, le président est surtout revenu sur les éléments de préoccupation, est le règlement du conflit russo-ukrainien. Je me rendrai demain à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Et nous sommes évidemment en parfaite coordination sur ce point avec le chancelier Olaf Scholz, avec lequel je me suis étroitement coordonné il y a quelques jours et que je retrouverai demain en fin d'après-midi à Berlin. Nous poursuivons nos efforts au sein du format Normandie en vue de la pleine mise en œuvre des accords de Minsk et d'une résolution durable du conflit dans le Donbass. La dernière réunion des conseillers du format Normandie a permis d'acter le soutien inconditionnel de l'ensemble des parties prenantes au respect du cessez-le-feu, ce qui est une avancée réelle. Et nous souhaitons bâtir sur cette dynamique afin d'avancer de manière très concrète et de continuer la mise en œuvre de ces accords strictement et en totalité. Et nous sommes revenus sur plusieurs points techniques durant la discussion. Je veux ici saluer les efforts faits par le président Zelensky, en particulier les engagements clairs qu'il a pris dans ce format et vis-à-vis de nous tous, de retirer les lois qui n'étaient pas conformes justement aux accords de Minsk, puisque les lois évoquées par le président Poutine ont bien été retirées à l'initiative du président Zelensky, de la même manière que le président Poutine a pu m'apporter pleine clarification sur les rumeurs qui courent de lois qui seraient ici déposées, qui ne seraient pas non plus conformes à ces accords. Il n'en serait pas du tout question non plus. Sur la base de cette situation clarifiée, nous devons continuer à avancer, nous réengager. C'est essentiel pour la paix et la stabilité en Europe, car ce conflit est au cœur des tensions que nous vivons aujourd'hui, et il est nécessaire de parvenir à un règlement qui permettrait que la Russie et l'Union européenne puissent réengager fortement leurs relations.
Nous avons aussi évoqué plusieurs autres sujets. Enfin, la question, évidemment, conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et je veux ici me féliciter de la libération de 8 prisonniers, qui est effective depuis ce matin. Le transfert s'est fait dans un avion mis à disposition par notre centre de crise et qui fait suite, en effet, à la visioconférence que nous avons tenue avec le Premier ministre Pachinian et le président Aliyev vendredi dernier. Et le président Aliyev a donc tenu l'engagement pris à notre égard sur le sujet des prisonniers, des disparus, de la frontière, des infrastructures de connexion, comme des éléments futurs de stabilité. Nous avons échangé de manière très directe. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que nous avons une communauté de vues, Président, sur ce sujet, et je veux ici saluer en effet le rôle que vos troupes ont pu avoir à la frontière dans un temps qui est extrêmement difficile, et comme vous, souligner l'importance en effet du comité de Minsk dans le cadre justement des accords qui sont aujourd'hui les nôtres, et donc du rôle tout particulier que la Russie et la France jouent à cet égard. Nous avons également évoqué la question iranienne, suite aux initiatives prises récemment par les États-Unis d'Amérique et les Européens, et là aussi une vraie convergence de vues sur ce sujet. Voilà, je ne serai pas plus long, je veux simplement dire que dans le moment extrêmement grave que nous vivons pour notre sécurité collective et la paix en Europe, nous avons pu mesurer les éléments aujourd'hui d'interprétations différentes ou de désaccords relatifs, mais également les éléments de convergence. Notre devoir est de travailler ensemble pour avancer. Je crois pouvoir dire que nous sommes l'un et l'autre convaincus qu'il n'y a aucune solution raisonnable et durable qui ne passe par le truchement des voies diplomatiques et politiques. Les prochains jours et les prochaines semaines seront donc marqués par des contacts que nous allons intensifier avec évidemment l'ensemble de nos partenaires européens, avec nos alliés, avec également l'Ukraine et les autres pays de la région. Nous aurons l'occasion, dès d'ailleurs les prochains jours, de rééchanger ensemble par voie téléphonique. Et sur le sujet de l'Ukraine comme de notre sécurité collective, notre volonté est de bâtir le cadre de confiance qui nous permettra d'avancer. Avec une même volonté, préserver la stabilité, la paix et réenclencher des mécanismes de confiance pour notre Europe. C'est notre responsabilité collective et je veux ici dire l'engagement plein et entier de la France en la matière. Je vous remercie, Président, pour votre accueil aujourd'hui. Je vous remercie, chers collègues. Nous commençons la conférence de presse. Les journalistes français et russes peuvent poser des questions. Traditionnellement, les autres sont les premiers à répondre aux questions. Bonsoir, Messieurs les Présidents. Une question pour chacun d'entre vous. Monsieur le Président Macron, vous multipliez depuis bientôt 5 ans les gestes à l'égard de la Russie avec des résultats assez décevants, comme en témoigne la crise qui vous amène ici, mais également la présence au Mali de mercenaires russes qui attisent un sentiment anti-français au point de remettre en cause notre présence là-bas. Votre action, Monsieur le Président, a-t-elle encore un sens, un effet, et si oui, lequel? Une question ensuite pour Monsieur le Président Poutine, une question simple que tout le monde se pose. Monsieur le Président Poutine, comptez-vous envahir l'Ukraine et si oui, sous quelle forme? Et sur le Mali, pouvez-vous vous assurer, les yeux dans les yeux, face au Président Emmanuel Macron, que votre gouvernement n'a rien à voir avec les mercenaires sur place? Merci pour vos réponses. En premier lieu, en ce qui concerne le Mali, Monsieur le Président m'a plusieurs fois posé cette question. Nous l'avons discuté. Monsieur le Président connaît parfaitement notre position du gouvernement russe et que la Fédération russe n'a rien à voir avec les entreprises militaires privées qui opèrent au Mali. Autant que nous sachions, il n'y a pas eu de remarques sur les opérations de telles sociétés. En ce qui concerne la logique de l'OTAN et les membres futurs et les membres actuels de l'Alliance, s'ils commencent à coopérer avec ces entreprises, c'est leur choix. Mais je voudrais souligner
encore une fois, lors de cette conférence de presse, que l'État russe n'a rien à voir avec cela. Il y a des intérêts commerciaux de nos entreprises qui se mettent d'accord avec le gouvernement malien. Nous allons voir ce problème de près, mais encore une fois, nous n'avons rien à voir avec cela. Deuxièmement, en ce qui concerne la situation en Ukraine et de nos discussions, de nos préoccupations, j'ai dit exactement sur cette place, il y a quelques jours, lors de la conférence de presse après notre dialogue avec le Premier ministre hongrois. Je voudrais répéter encore une fois cette logique. Nous sommes catégoriquement contre l'élargissement de l'OTAN avec de nouveaux membres à l'Est, puisque cela, premièrement, nous pose la menace de l'élargissement continu de l'OTAN envers nos frontières. Ce ne sont pas nous qui approchons les États de l'OTAN, ce sont les OTANiens qui approchent la Russie. Ce ne sont pas nous qui sont sur la frontière. C'est l'infrastructure otanienne qui nous approche. Deuxièmement, pourquoi est-ce que l'adhésion de l'Ukraine est si menaçante pour nous? La France croit que la Crimée est la partie de l'Ukraine. Nous croyons que c'est la partie de la Fédération de Russie. S'il y a des tentatives de changer cette situation par la voie militaire, et les documents doctrinaux de l'Ukraine prévoient que la Crimée, c'est le territoire ukrainien. Imaginez que l'Ukraine est le membre de l'OTAN. L'article 5 n'a pas été évoqué. Et comme ça, on peut avoir la confrontation militaire entre les États-Unis, entre l'OTAN et la Russie. J'ai posé la question, est-ce que l'OTAN veut mener la guerre contre la Russie? Est-ce que vous voulez que la France ait la guerre avec la Russie? Mais c'est comme ça qu'on peut voir les choses dans le futur. Mais la préoccupation est aussi due aux questions de la sécurité collective. En ce qui concerne le Donbass, les dirigeants ukrainiens disent une fois qu'ils vont respecter les accords de Minsk et ensuite ils les jettent dans le poubelle et disent que ça va détruire l'État ukrainien. Mais donc, est-ce qu'ils vont appliquer les accords de Minsk ou ils ne vont pas le faire? On parle des garanties de sécurité de notre part. Et qui va donner les garanties de sécurité à nous? Déjà 2 fois, on a essayé de régler ce problème d'une manière militaire au Donbass, puis on a eu des accords de Minsk approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'ils vont appliquer ces accords ou pas? Qu'est-ce qu'on doit penser sur ce sujet? Mais on a tenté déjà 2 fois de régler cette question par la voie militaire. Et où sont les garanties qu'ils ne vont pas le faire dans le futur? Cela exige de l'examination concrète, détaillée par nous. Je suis très connaissant que nous pouvons discuter ces questions-là aujourd'hui à Moscou ensemble, parce que ce ne sont pas des questions de sécurité de la Russie, mais aussi de l'Europe. On parle non seulement de l'élargissement de l'OTAN, nous sommes aussi contre le déploiement des systèmes de combat à nos frontières. Si tout le monde veut de la confiance, qu'est-ce qu'il y a de mauvais de ne pas instaurer des systèmes de combat à nos frontières? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cela? Et si l'OTAN est l'organisation pacifique, est-ce que c'est mauvais de faire retourner l'OTAN à l'infrastructure sur l'étape de la signature de 1997? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dessus? On parle des obligations sur la politique de porte ouverte. C'est une des questions clés pour nous et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons discuté tout cela pendant presque 6 heures. Demain, le président va
aller à Kiev. En tout cas, il m'a expliqué son plan. Il va travailler dans cette direction. Je suis très reconnaissant qu'il emploie ses efforts, Pour revenir à votre question, je pense que d'abord c'est la responsabilité de la France d'avoir une relation la plus forte possible avec la Russie. Nous sommes deux grands pays européens et du concert des nations, deux puissances dotées, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La relation bilatérale est importante, à la fois pour que la relation se développe et que sur les grands sujets internationaux, on puisse bâtir des solutions communes. C'est ce que nous essayons de faire sur des questions comme la question iranienne. C'est des choses aussi sur lesquelles nous essayons de trouver des voies de convergence, sur la question comme la Libye ou autre. Nous avons eu des désaccords, nous avons su bâtir parfois des accords et des compromis. Donc pour moi, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est que, et je crois que là-dessus nous nous rejoindrons avec le président Poutine, la Russie est européenne. Qui croit à l'Europe doit savoir travailler avec la Russie et trouver les voies et moyens de construire l'avenir dans l'Europe et avec les Européens. Est-ce que c'est chose aisée? Non. Mais est-ce que l'Europe s'est faite sur des initiatives aisées dont les résultats étaient à effet immédiat? Non plus. Donc est-ce que la tâche a une part d'ingratitude? Oui, résolument. Est-ce que pour autant il convient de l'abandonner? Non. Enfin, je pense que la France, parce que c'est sa vocation, parce qu'il se trouve que c'est son rôle durant ce semestre où nous avons la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, c'est aussi de porter la voix européenne et de savoir prendre en compte les termes d'une discussion complexe avec un grand voisin comme la Russie, qui est déterminant pour notre sécurité collective, mais aussi porter la voix et les contraintes et les exigences de tous les pays européens. C'est ce que je me suis employé à faire ces derniers jours par une concertation étroite et en essayant ici d'être aussi celui qui peut contribuer à chercher cette voie. Et vous savez, j'ai une conviction simple. Si nous ne discutons pas avec la Russie, est-ce que nous accroissons notre capacité collective à bâtir la paix? Non. À qui laissons-nous la place? À d'autres. Donc je pense que nous avons des désaccords, vous les avez constatés et nous les assumons. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à faire avancer les choses, c'est ainsi, et c'est le résultat de ces désaccords. Je pense que nous pouvons aussi, à chaque étape, tâcher de bâtir des compromis. En tout cas, je considère que c'est ma responsabilité. Aussi longtemps que ces compromis préservent nos intérêts et ceux de tous nos partenaires et alliés. C'est la tâche qui est la nôtre. Et donc les jours, semaines qui viennent nous mettent devant cette tâche ardue qui va consister à inventer des solutions nouvelles pour porter ces garanties tout en respectant nos principes fondamentaux et cette relation de voisinage. Notre géographie ne changera pas. Donc nous continuerons. Коммерсант, пожалуйста. Bonne nuit, Andrei Kolesnikov, commerçante. J'ai une question au président russe. Monsieur Poutine, comment estimez-vous les perspectives du règlement au sud-est de l'Ukraine? Notamment, à votre avis, est-ce que les accords de Minsk sont encore en vie? Et une question au président français, presque au même sujet. En tant que je comprenne, vous avez décidé de passer la nuit à Moscou et demain matin, aller à Kiev, où vous avez l'entretien prévu avec Vladimir Zelensky. Quel est votre message que vous prendrez avec vous à Kiev, compte tenu de la dernière déclaration venant de Kiev que les accords de Minsk, si ils sont mis en œuvre, où la France est le garant de leur respect, vont causer la déchéance de l'État ukrainien? Quant aux accords de Minsk, s'ils sont en vie et s'il y a des perspectives ou pas, je crois que nous n'avons pas d'autre alternative.
Je vais le répéter. De Kiev, on entend qu'ils vont respecter les accords ou que cela va causer la déchéance de l'État. Récemment, le président a annoncé que ces articles lui déplaisent, mais ça n'a pas l'importance. Si tu l'aimes ou pas, c'est à toi de les respecter. Ils ne vont pas parler directement avec les représentants du Donbass, mais les accords prévoient dans leurs articles 11, 12 et 9 que ce sont les sujets à être négociés et accordés avec les représentants de ces territoires. Comment pourrait-on travailler autrement? C'est impossible. Donc, il faut chercher du courage pour accepter ce que c'est et ne pas appeler noir-blanc et blanc-noir, parce que les autorités présentes sont allées aux élections en donnant cette promesse d'appliquer des moyens pacifiques pour régler cette crise. Et j'espère qu'en fin de compte, c'est ce qu'on va faire, parce qu'autrement, parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Maintenant, c'est Poroshenko qui est accusé de trahison en faisant référence à sa signature dans les accords, mais bien sûr, c'est ce qui a été confirmé par les résolutions onusiennes. Ce n'était pas une blague quand j'ai dit que le moment va venir et nous serons prêts à te réfugier pour des aspects humanitaires, pas à cause de sa politique, mais pour les causes humanitaires. C'est ce que je savais. J'avais raison, mais maintenant, lui, il est persécuté. Mais tout cela est relatif à ce combat interne politique. Je vous demande d'aller au-delà de ça et de réfléchir d'une manière stratégique concernant la coopération avec la Russie et de vous pencher sur les conditions égales de la sécurité pour tous les acteurs. Quelques éléments peut-être de réponse, monsieur. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le président Zelensky est le président d'un pays aux frontières desquels il y a 125 000 soldats russes. Donc, oserais-je dire, ça rend nerveux. Et c'est un fait nouveau de ces derniers mois, ça n'était pas tout à fait la réalité au début de l'année 2021. Donc je veux ici saluer, malgré tout, puisque vous avez ici l'esprit de citer une remarque récente, je trouve que dans le concert des commentaires politiques internationaux, le président Zelensky fait partie de celles et ceux qui ont un grand sang-froid, qu'il faut saluer. La deuxième chose, c'est que quand les accords de Minsk ont été signés, il n'y avait pas cette intensité de présence militaire russe aux frontières. C'est aussi pour ça que c'est pour nous un élément de changement profond. Il ne faudrait pas que ça vienne dénaturer les discussions, les brouiller. Ça fait partie des discussions que nous avons eues avec le président Poutine. Et quand je parle de stabilité puis de désescalade, c'est bien de cela dont il s'agit. Qu'il s'agisse de la frontière russe, biélorusse. Ensuite, de manière très claire, la solution à la crise ukrainienne ne peut être que politique et les bases ne sont que les accords de Minsk. Et le bon format, le format Normandie, où je vous le rappelle, il y a autour de la table l'Ukraine, la Russie, la France, l'Allemagne. Ces accords prévoient une série d'initiatives et de progrès. Ils sont à conduire dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est sur cette base-là que nos conseillers se sont réunis il y a maintenant une dizaine de jours à Paris pour la première fois depuis de longs mois, un communiqué conjoint et une reprise du processus. Il y a des discussions très sensibles sur les questions de statut, d'élection, de modifications constitutionnelles qui sont en cours et qui connaîtront de nouveaux développements dans les heures et les jours qui viennent. C'est dans ce cadre-là que nous pourrons avancer. J'ai eu à plusieurs reprises le président Zelensky avant de venir, j'ai pu le dire au président Poutine lors de notre échange, c'est bien les accords de Minsk qui seuls peuvent prévaloir au règlement de la crise, du conflit russo-ukrainien à ses avancées, et le format Normandie qui l'accompagne. C'est ainsi que nous entendons avancer, et c'est sur cette base que j'aurai demain des échanges avec le président Zelensky.
Une question de Valérie Gaz, Radio France Internationale. Bonsoir, messieurs les présidents. Monsieur le président Macron, avec quelle casquette êtes-vous venu à Moscou aujourd'hui? Parlez-vous au nom de la France ou de tous les Européens? Le chancelier Scholz est actuellement à Washington. N'aurait-il pas mieux valu venir à deux, comme l'avaient fait François Hollande et Angela Merkel en 2015, pour montrer l'unité de l'Europe? Monsieur le président Poutine, Emmanuel Macron est-il pour vous le seul interlocuteur en Europe? Vous avez dit qu'il était un interlocuteur de qualité, ou le considérez-vous comme un intermédiaire pour faire passer des messages à tous les Européens? Et Monsieur Macron, si vous pouvez aussi nous donner la réponse sur la force Wagner qui a été évoquée tout à l'heure, nous donner votre avis sur l'implication de l'État russe. Merci. J'ai déjà dit sur la société Wagner, j'ai dit que l'État russe n'a rien à faire avec cela. Je le dis en toute responsabilité, sans les arrière-pensées. Les autorités locales les invitent à titre national, les remercient pour le travail qui est fait. L'État russe n'a rien à voir avec cela. En ce qui concerne la première partie de votre question, je voudrais souligner encore une fois, je l'ai déjà évoqué et je veux que vous m'entendiez et le passiez à vos publics, à vos lecteurs. Si l'Ukraine est membre de l'OTAN et va récupérer les Crimées par la voie militaire, les pays européens vont être entraînés automatiquement dans le conflit avec la Russie. Bien sûr que le potentiel de l'OTAN unie et la Russie ne sont pas comparables, mais nous comprenons que la Russie est une puissance nucléaire qui dépasse par quelques types d'équipements les autres pays. Vous serez entraînés dans ce conflit malgré votre volonté. Vous n'aurez même pas le temps de réagir. Bien sûr que le président Macron ne veut pas ce scénario. Moi non plus, je ne le veux pas. Mais voici, il est là, il me parle depuis déjà 6 heures, presque en me torturant. Je crois que c'est une mission très courageuse. Je suis très reconnaissant à lui qu'il entreprend ses efforts pour trouver les compromis qui sont admissibles pour nous tous. Et les propositions que nous avons adressées à l'OTAN et à Washington, il n'y a aucun point qui n'est pas faisable, aucun point. En ce qui concerne la situation au Donbass, monsieur le Président a dit que la Russie a amassé les groupements militaires, mais l'Ukraine a fait la même chose au Donbass. Je vous répète encore une fois, ils ont tenté 2 fois déjà de régler cette question d'une manière militaire, sans le cacher, en utilisant l'équipement militaire et l'aviation, et qui va nous donner des garanties que cela n'arrivera pas. Nous voulons aussi des garanties. C'est une question très complexe. Voilà pourquoi on a parlé pendant tant d'heures. J'espère que demain, Monsieur le Président va discuter ces questions épineuses, mais qu'après les consultations avec les dirigeants ukrainiens, nous allons recevoir les réactions, la réponse sur ce qui est admissible pour l'Ukraine et sur la base sur laquelle nous allons construire nos relations dans le futur. Quelques remarques. D'abord, je veux vous rassurer, nous avons une coordination très étroite avec le chancelier Scholz, que j'ai été visiter à Berlin la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, et avec lequel j'ai échangé à plusieurs reprises depuis. Et nous aurons une coordination dès notre retour et de Washington et de Moscou. De la même manière qu'en tant que président du Conseil de l'Union européenne pour ce semestre, j'ai pu échanger avec l'ensemble de mes collègues qui sont les plus exposés à cette situation et qui ont des préoccupations ou des voix fortes sur ce sujet.
Et ces derniers jours ont été d'ailleurs marqués par toutes ces consultations, y compris d'ailleurs avec Britanniques et Américains à 2 reprises. Donc les consultations sont extrêmement intenses. Le chancelier, lui, viendra la semaine prochaine. Parce que ce que je fais aujourd'hui est très différent des situations que nous avons pu connaître, et en 2008 et en 2014. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre chaude, comme il y a eu en Géorgie ou en Ukraine. Nous sommes dans une situation de tension extrême, à un niveau d'incandescence que l'Europe a rarement connu ces dernières décennies, dont vous avez compris que c'est essentiellement un sujet entre Russie et OTAN, et au fond sur notre sécurité collective. C'est donc un processus que nous entamons. Mais c'est profondément différent des situations auxquelles vous faites référence. C'est pourquoi nous allons continuer d'abord cette concertation très étroite, mais sur la base de l'échange que nous avons eu aujourd'hui, nous allons aussi avancer, essayer d'enclencher un mécanisme nouveau. La situation nouvelle, réponse forcément différente. Sur Wagner, la réponse du président est claire. La France ne connaît que les États et la lutte contre le terrorisme. Et donc, nous prenons nos décisions au regard de nos relations avec des États souverains, avec un agenda qui est la lutte contre le terrorisme, et en étroite coordination avec la région, en l'espèce la CEDEAO et l'Union africaine. C'est ce que nous continuons de concerter, ce sur quoi nous tranchons. РИА Новости, пожалуйста. RIA Novosti. Bonsoir, Elena Glushakova, RIA Novosti. Si vous permettez, je voudrais revenir au sujet des garanties sécuritaires. Vous l'avez évoqué, mais en général, l'impression est que après la réponse de l'OTAN et des États-Unis, ce sujet est un peu caché et inférieur. Est-ce que vous croyez que c'est un sujet clos et quelles sont les voies du règlement de ce sujet? Monsieur Poutine, c'est une question à vous. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ensuite, après la réponse? Et je voudrais revenir à vos paroles comme argument sur l'aspect spécifique de l'alliance. On dit que c'est une alliance politique et pas militaire, et on dit que les décisions de l'OTAN à l'OTAN sont prises à la base d'un consensus, et du fait que si les membres sont contre l'adhésion de l'Ukraine, cela ne va pas avoir lieu. Donc, quelle est votre opinion vis-à-vis ces déclarations? Quant au caractère militaire ou non de l'organisation, je crois que je l'ai déjà dit, j'ai déjà mentionné les bombardements de Belgrade, les frappes en Syrie, le début de l'opération en Afghanistan. Vous voyez que c'est un caractère purement militaire. Quant au fait où il y a des membres de l'OTAN qui sont contre l'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie à l'Alliance, bien sûr, nous en sommes au courant, nous en avons entendu parler à plusieurs reprises, mais cela amène ma question. Si c'est le cas, pourquoi en 2008, ces pays ont signé l'accord qui ouvre les portes à ces pays-là? Ça fait 30 ans que nous vous persuadons de ne pas faire ça ou de faire ça, mais nos préoccupations sont méconnues, sont négligées. Monsieur le Président, lors de notre rencontre, il ne va pas être vexé si je dis que oui, vous avez pris des engagements, etc. Le document d'Helsinki, ensuite l'accord d'Astana, on ne peut pas créer sa sécurité au détriment d'autrui. Mais c'était vous qui avez violé ce principe. Bon, pas tout à fait. Il y avait des opérations en Crimée quand c'était un pays normal. Mais nous n'avons jamais pensé à la situation qui a suivi.
À quoi bon les pays ont soutenu le coup d'État? C'était pas le peuple, la volonté du peuple qui a donné le pouvoir aux autorités présentes. Initialement, c'était le coup d'État et la saisie du pouvoir par la voie de force. Et nous étions forcés de protéger les personnes qui résident sur ce territoire. Nous n'avons pas pu agir autrement. Vous nous avez forcés. En 2014, les représentants de plusieurs pays européens sont venus et ont apposé leur signature sous les événements pacifiques. Et quelques jours plus tard, il y avait ce coup d'État. Ils nous demandent de respecter les engagements, mais ils ne le font pas. Nous n'aimons pas ce jeu, pas du tout. Il faut respecter les termes de jeu. Mais je suis d'accord qu'il faut faire face à la réalité. C'est ce que nous avons fait pendant des heures avec Monsieur le Président et nous sommes attachés à travailler davantage. Quant à nos gestes postérieurs, nous allons préparer notre réponse aux documents reçus de Washington et de Bruxelles. En général, j'ai informé Monsieur le Président sur nos réponses en principe. Oui, il y a des choses à discuter, mais ce sont plutôt des aspects secondaires. Mais en tout cas, nous allons faire de notre mieux pour avoir la réponse à nos préoccupations. Mais nos partenaires nous demandent de ne pas publier leurs réponses. Mais pourquoi? Parce que nous avons envoyé nos propositions directement, publiquement. Pourquoi ils nous demandent de cacher? Je ne vais pas vous dévoiler tous les articles, mais cela concerne la non-expansion de l'OTAN, le non-déploiement des systèmes de combat à notre frontière, le retour de l'OTAN à l'état de 1997. Nous n'avons reçu aucune réponse, aucune réaction à ces éléments. Nous avons l'impression comme si ces questions n'avaient jamais été posées. Nous trouvons les idées reçues, des clichés et les propositions concernant les sujets secondaires. Mais je ne crois pas que c'est la fin de notre dialogue. Nous allons formuler notre réponse, notre vision, l'envoyer à Washington. Et, Monsieur le Président, nous allons vous informer sur le fond de notre position. Le propos introductif du Président, comme sa réponse, montre les désaccords qu'il y a, les malentendus et la lecture des dernières décennies qui n'est pas aujourd'hui partagée entre les alliés de l'OTAN et la Russie. C'est un état de fait. Parce que cette charte qu'on évoque depuis tout à l'heure, cette charte de Paris, le texte de l'OSCE, met aussi très clairement noir sur blanc le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, des droits de l'homme, des principes qui ont aussi été violés, pas par l'OTAN. Bon. Donc la situation est là. Et il est évident que ni l'OTAN ni les États-Unis d'Amérique ne vont donner droit à toutes les demandes qui ont été faites par la Russie dans un contexte de très forte pression militaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, aux frontières de l'Ukraine, et avec chaque jour des nouvelles qui sortent pour dire qu'une attaque va être lancée. J'ai entendu les propos du Président, sa volonté d'avancer sur un règlement politique. Mais la situation est là, celle d'une grande tension. Donc, trouver un accord et construire une solution politique, ça ne veut pas dire on est d'accord sur tout, circuler. Il y a un processus qui a été entamé. Est-ce que l'échange de lettres est un processus qui permet, sur des sujets aussi complexes, de régler les choses? Je pense qu'il trouvera à un moment donné ses limites. Est-ce que la seule question de l'OTAN permet de régler tout? Je ne crois pas non plus. Elle est essentielle. Je pense qu'il y a d'autres sujets de fond pour bâtir nos garanties, nos sécurités collectives. Ça a été le fruit de nos discussions d'aujourd'hui. Et donc, ma conviction, c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'un réengagement collectif, celui de la Russie, celui des États-Unis d'Amérique dont je me félicite, celui des Européens et de l'ensemble des alliés, pour concrètement, d'abord essayer au maximum de lever les malentendus du passé, parce qu'il y en a, de revenir sur nos traumatismes qui ne sont aujourd'hui en train de revenir et de créer au fond des lectures complètement orthogonales de ce qu'est l'Europe des 30 dernières années, mais surtout de bâtir des solutions utiles. Donc moi, la priorité, si je peux être très clair avec vous,
c'est la stabilité de la situation sur le plan militaire à court terme, qu'il n'y ait aucune provocation ou escalade. C'est le principal objet de ma visite, ici et demain à Kiev. Sur cette base, c'est que le dialogue qui a été noué avec l'ensemble des parties prenantes, OTAN, États-Unis d'Amérique, Européens, se poursuivent pour bâtir au fond des solutions de court et de moyen terme. Avec quel objectif? La sécurité de tous. Il n'y a pas de sécurité pour les Européens s'il n'y a pas de sécurité pour la Russie. Mais ce que j'entends là, c'est ce que j'ai entendu hier en parlant à mes collègues en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, en Pologne ou ailleurs. Ils ont les mêmes craintes. Et ils ont le sentiment aussi que les mêmes accords avaient été violés, qu'on leur avait promis qu'il n'y aurait pas de déploiement, qu'il y a eu des déploiements. Donc, il nous faut des processus de transparence, de désescalade. Il nous faut rebâtir ces solutions concrètes, ensemble. Parce que nous vivons de part et d'autre de frontières communes et partagées. Et donc, les prochaines semaines doivent être consacrées à cela, et en même temps, aussi à notre capacité à bâtir cette sécurité en respectant pleinement la souveraineté et l'indépendance de plusieurs États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'OTAN, mais qui sont pour autant dans la région. Je pense à la Biélorussie, je pense à l'Ukraine évidemment, je pense à la Géorgie, je pense à la Moldavie, qui sont des États dont l'indépendance, la souveraineté doit être aussi pleinement respectée, car celle-ci participe de notre sécurité collective. Et donc il faut bâtir les termes de celle-ci. Sur l'Ukraine, on en connaît le cadre, ce sont les accords de Minsk et le processus de Normandie, mais sur tout le reste, il faut avoir un débat extrêmement franc et transparent. Stabilité, création des conditions de confiance pour aller vers une désescalade, ce qui suppose de construire les termes nouveaux sur la base de nos valeurs et de ce que nous avons acté il y a 30 ans, mais en regardant aujourd'hui nos désaccords et la situation, mais bâtir des solutions nouvelles tous ensemble pour cette sécurité, cette stabilité collective. Nous avons esquissé quelques pistes dans notre tête-à-tête avec le président Poutine. Je vais m'employer, essayer de tirer celle-ci. Je sais que lui aussi s'emploiera à travers les réponses qu'il fera à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique, à poursuivre ses propres solutions. Mais par l'intensification de ces dialogues, le fait que nous nous reparlerons dans quelques jours, que nous apprécierons d'ailleurs des nouvelles initiatives à prendre, ensemble, et avec toutes les parties prenantes considérées, je suis sûr que nous arriverons à un résultat. Il n'est pas aisé, mais j'en suis sûr. Спасибо, коллеги. Merci. Спасибо. Merci beaucoup. Спасибо. Je vais par là.